Hop là. Et voilà, c'est parti. Tov et Tov les Koulam. Bonsoir Givad, comment ça va? Yofi, Yofi, Yofi. Bon, en attendant de se revoir très bientôt en vrai, on va lancer notre étude de la paracha de Korach. Et en fait, on va reprendre le même schéma qu'on a fait la semaine dernière quand on a étudié la paracha de Shlach. La semaine dernière, on a étudié la paracha de Shlach et on a vu que c'était une réalité qui se reproduisait dans l'histoire. Que très souvent, dès qu'il y a eu une opportunité de sionisme, eh bien, il y a eu des explorateurs des temps modernes qui sont venus et qui ont essayé de nous empêcher de venir en Israël. Eh bien, on va se rendre compte que ce que représente cette paracha de Korach va également se reproduire malheureusement assez souvent dans l'histoire. Et ce qu'on va devoir faire, nous, c'est de comprendre est-ce qu'il s'agissait véritablement d'une marloquette à la Korach ou est-ce que ce n'était pas une marloquette à la Korach, c'était une marloquette le Shem Shamaim. Et donc, avant de rentrer donc, dans cette revue historique, parce que vous allez voir que c'est assez impressionnant de voir à quel point dans l'histoire, eh bien, les choses vont se reproduire, je voudrais d'abord qu'on rentre 2 secondes dans l'histoire de Korach. Korach, toute la paracha, c'est peut-être la seule de toute la Torah qu'on ne peut pas dater. C'est-à-dire que quand tu regardes tous les autres événements de la Torah, tu peux soit au mois près, mais soit des fois et très souvent au jour près, savoir quand ça s'est passé. Et par exemple, dans la paracha de Shlach, eh bien, on sait que ça s'est passé le 9 Av de la 2e année de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que tous les événements de la Torah, tu peux les dater et tu peux surtout savoir quand il s'est passé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y a eu après. Alors que la paracha de Korach, tu n'as aucune indication dans le texte qui vient me dire et me renseigner sur le comment, du pourquoi, du quand. C'est pour ça qu'il y a des avis qui mettent Korach après la 40e année. Tzadik Katamar Yifrach. Sofet Evot Korach. Oui, et alors? J'entends, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Il va falloir que tu nous expliques, mon cher. Mais en tout cas, ici, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas quand ça se passe. Il y a des rabbinim qui vont comprendre l'histoire de Korach dans la 40e année. Il y en a au contraire qui vont le voir juste après la sortie d'Égypte. Et on a des arguments et là et là. Quand tu lis le Rambam dans Ilchot Yesodei Torah, il semblerait que ça se passe juste après la sortie d'Égypte, avant même Mahamad Arsinaï. Avant même Mahamad Arsinaï. Mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a des arguments et là, et il semblerait que ce soit volontaire, qu'on ne sache pas quand ça se passe. Pourquoi c'est volontaire? Eh bien que tu saches que c'est une réalité qui peut avoir lieu tout le temps. Mais c'est quoi cette réalité de Korach? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Le fait qu'il y ait des marlocotes, le fait que tout le monde ne soit pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas parce que d'un coup tout le monde n'est pas d'accord ou qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord que ça fait de nous 2 identités différentes. En quoi Korach, ça a été quelque chose de si particulier? Eh bien, vous savez bien une chose, s'il y a bien un élément qui est difficile à atteindre pour le peuple juif, eh bien, c'est ce qu'on scande le plus. Vous savez que Am Israël, 2 fois par jour, sinon pas 3, eh bien, crie Be'ahava, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que l'idéal du peuple juif, c'est bel et bien la Achdout, Yefemeod. Mais si c'est ça l'idéal du peuple juif, eh bien, c'est la preuve que c'est ce qui nous manque. Je cite ici un verset du livre de Yirmiyahu au chapitre 2, verset 10, nous dit Jérémie, Ki ivru yeh kitiim ur'u, vekedar shilchu veitbonanu, meod, ur'u, en הייתה כזאת, האמיר גוי אלוהים והמה לא אלוהים, ועמי המיר את כבודו בלא יועיל.
Yirmiyahu vient dans une tochecha au peuple juif et il dit, regardez, les gens qui habitent à Kittim et les Kedarim, qui sont deux peuples idolâtres, il dit, eux, ils n'ont pas abandonné leur Dieu, alors que leur Dieu, c'est des bêtises. Mais vous qui avez le vrai Dieu, moi, vous m'avez abandonné. Donc ça, c'est la remontrance dans Yirmiyahu. Mais la Gemara, dans le traité de Ta'anit, va s'appuyer sur ce verset pour expliquer quelque chose. Il dit, mais c'est quoi le Dieu principal des Kittim? Eh bien, on dit, c'est le feu. Alors que le Dieu principal des Kedarim, c'est l'eau. Or, Kittim, c'est un endroit, ils vivent dans un endroit où il y a plein d'eau. Et donc, ce qu'ils n'ont pas, ils le mettent comme étant leur Dieu principal. Kedar, qui viennent du désert, eh bien, ils mettent l'eau comme étant leur élément principal. Donc, si nous, dans le peuple juif, notre élément central, c'est Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'est notre idéal, donc c'est ce qui nous manque. Et effectivement, la marloquette est une tendance générale, j'ai envie de dire, de l'identité d'Israël. Ça nous embête d'être d'accord les uns avec les autres. Mais ce n'est pas une blague. Vous savez, Rabbi Yochanan, il avait une chavruta qui s'appelait Resh Lakish. Et Resh Lakish, quand il est décédé, alors on a donné une nouvelle chavruta à Rabbi Yochanan qui s'appelait Rabbi Elazar. Le seul problème, c'est que Resh Lakish n'était jamais d'accord avec Rabbi Yochanan. Et c'est ce qui maintenait leur couple de chavruta ensemble. Rabbi Elazar, à chaque fois que Rabbi Yochanan disait un truc, Rabbi Elazar, il expliquait pourquoi Rabbi Yochanan avait raison. J'en étais tout le temps d'accord avec lui. Et Rabbi Yochanan est rentré en dépression à cause de ça. Il a dit, tu ne me sers à rien. J'ai pas besoin d'avoir un mec qui est d'accord avec moi. Donc, la marloquette, c'est une partie inhérente du peuple juif. Mais il y a marloquette et marloquette, évidemment. Il y a marloquette qui fait qu'on n'est pas d'accord, mais on parle le même langage. Et il y a marloquette où on ne parle plus le même langage. Qu'est-ce que je veux dire par là? À un moment donné, dans la Torah, dans notre paracha, je vous cite dans le livre de Bamidbar, au chapitre donc Tetzaïn, au verset Tetvav jusqu'au verset Kavbet. Regardez ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit comme ça. Vayichar Moshe me'od. Moshe s'est énervé. Vayomer el Hashem, al tefen el minchatam. Donc on est, une fois que, ça y est, les deux camps, le camp de Korach et le camp de Moshe, se sont bien démarqués l'un de l'autre, et il y a une espèce de compète qui a été mise en place. Genre, nous, on va amener une mincha à Dieu, vous avez qu'à amener une mincha aussi, une offrande à Dieu, et on verra qui Dieu accepte. Et là, Moshe, il dit à Dieu, surtout ne les accepte pas. Pourquoi tu t'excites comme ça? Lo chamor echad mehem nasati, velo areoti et ha'am hazeh, et achat sira, velo areoti et echad mehem. Vayomer Hashem, Ezra, je continue. Vayomer Moshe el Korach, ata vechol adatcha, hayu lefnei Hashem. Ata vehem ve'Aaron machar. Ukru ish martato untatam alehem ktoret. Donc il dit voilà, demain, vous allez chacun prendre votre pelle à encens, vous allez mettre de l'encens dessus, et yalla. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit que on dit la chose suivante. Je reprends le verset Yutet. Vaikael alehem korach et kol haeda el petach el moed. Vayera kevod Hashem et kol haeda. Et à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il va dire Vayidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. Ibadelu mitoch haeda zot ve'achale otam keraga. Je vais tous les éclater, dit Dieu. Et à ce moment-là, Vayiplu al penehem Moshe ve'Aaron, et ils ont dit El Elohe aruchot lechol basar. Aish echad yecheta ve'al kol haeda tiktsof. C'est-à-dire que Dieu, il dit à Moshe, bon, c'est un classique, Dieu, il dit à Moshe, yalla, je vais tous les éclater. Et ils m'ont saoulé, les gens de Korach, je vais tous les éclater. Mais il dit, je vais éclater toute cette Eda, c'est-à-dire tout le peuple. Et Moshe, il dit une phrase qui est bizarre. Il dit, comment ça? Parce qu'il y en a un qui a fauté, alors tout le monde doit prendre? Et la réponse que moi, je donnerais à Moshe, c'est, mais c'est quoi cette question? C'est quoi cet argument pourri? Oui, dans le judaïsme, si quelqu'un a fauté, tout le monde prend. Mais c'est une des bases du judaïsme que Kol Israël Arevim est basé. C'est-à-dire qu'on a une dimension de responsabilité les uns avec les autres. C'est ça le judaïsme.
D'ailleurs, quand on regarde le livre de Yoshua, on va voir qu'il y a un moment donné un bonhomme qui s'appelle Achan qui va tout simplement piller la ville de Jéricho alors qu'il n'avait pas le droit. Eh bien, on voit que parce qu'il y en a un qui a fauté, eh bien, on va perdre la guerre suivante contre Aïe. Donc, tu vois bien que oui, Aïe Shecha Decheta, et on prend tous pour ça. C'est comme ça dans le judaïsme. D'ailleurs, c'est pour ça que Rabbi Yonatan Aïbeshitz, il disait il y a 200 ans, non, 300 ans peut-être. Rabbi Yonatan Aïbeshitz, voilà, 300 ans. Il disait si tu vois quelqu'un dans la rue qui est rasé, tu dois, toi, considérer que tu n'as qu'une demi-barbe. Bon, à l'époque, avoir la barbe, ça montrait l'appartenance à la Torah, et les gens qui étaient rasés, c'est qu'ils s'étaient assimilés. Il dit, crois pas que le mec qui s'est assimilé, c'est juste de sa faute. T'es responsable, toi aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que cet argument de Moshe? Quoi? Parce qu'il y en a un qui a fauté, alors tout le monde prend? Eh bien, la réponse est donnée par Baal HaAkedat Yitzhak. Baal HaAkedat Yitzhak, dans la parashat Korach, nous dit la chose suivante. Je cite. Aïch echad yecheta val kol haedat tiktsof. Donc ça, c'est le verset qu'on a dit, parce qu'il y en a un qui a fauté, tout le monde va prendre. Umat miazo. Et pourquoi Moshe, il est étonné? Ve'alo ba'egel lo chatu kulam. Ve'ne'emar anichali. Ve'chen bashitim. Ve'chen be'achan. C'est-à-dire que Baal HaAkedah, il donne plus d'exemples que moi. Moi, j'ai juste parlé de Achan, mais il te dit dans le veau d'or, c'est ce qui s'est passé. Dans les Shittim, c'est ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ukvar chuyav ze mikesher aklalut. C'est-à-dire qu'on est tous unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y en a qu'un qui a fauté? Pas du tout. Et yoto al yachas aklalut adam im chalakav. Ki achole be'echad me'evarav. Yomar al kulo shehu chole. Il dit, bah oui, un mec qui est malade. Ok, un mec qui est malade et je sais pas moi, il a mal au ventre. Il dit, je suis malade. Complètement malade. Et il le crie même. Mais il dit pas, mon ventre est malade. Quand tu as mal au bras, bah, c'est toi qui es blessé. C'est pas mon pied qui est blessé, c'est toi qui es blessé. En d'autres termes, nous dit Baal HaAkedah, qu'est-ce que c'est que cette différenciation? Qui a cholé be'echad me'evarav yomar al kulo shehu cholé. כאשר המידה לקצוף על כל הכלל בחטא היחיד כאחד וזולתו. הנה, יהיה זה הדבר כאשר אחד נכלל בכללם וקשר בקיבוצם. nous dit le Baal HaAkedah, oui, mais toute cette histoire qu'on est tous reliés, elle n'est vraie qu'à un moment. Quel moment? Bah, au moment où on est effectivement tous ensemble, où on fait effectivement tous partie d'un même groupe. Mais si on ne fait plus partie d'un même groupe, s'il y a des gens qui se sont détachés du groupe, ah bah, tant pis pour eux, maintenant ils sont détachés du groupe. Et c'est ce qu'il dit ici. Il nous dit כי אז לא יאמר שחטא איש ההוא לבדו, אלא שחטא הכלל. אמנם כאשר החוטא הוא פורש עצמו מן הכלל, כבר יצא מכללם. Il dit Baal HaAkedat Yitzhak, mais si le fauteur s'est détaché du peuple juif, ou poresh min hatzibur, ben Zéou. Zéou, à ce moment-là, il est tout seul, le mec. Il est responsable de ses actes et je n'ai plus aucun rapport avec lui. Korach, son problème, c'est pas qu'il était en marloquette. On peut être en marloquette. Et on a parlé dans les années précédentes de quelle était l'erreur de sa marloquette. C'est une erreur de marloquette et lui, il pense Kol haeda kulam kedoshim. Beseder. Mais c'est beseder d'avoir une marloquette. La question est de savoir, est-ce que tu viens mitor haeda ou est-ce que tu as déjà ton peuple à toi? Tu t'es fait une équipe face à une autre équipe. Le tout début de la paracha nous dit la chose suivante. Vayikar Korach. Mazé Vayikar Korach. Et data, on nous dit Vayikar. Pourquoi est-ce qu'on dit Vayikar Korach? Ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi, Vedatan, Vaviram, ben Eliav, ben Bon, ben Peled, ben Reuven. Mazé Vayikar. Nous dit Onkelos. Quand il traduit ce verset, comment est-ce qu'il va traduire Vayikar? Il ne traduit pas comme il faudrait traduire en araméen Vayikar. Il traduit
Ve'it pelig. Ve'it pelig Korach. C'est-à-dire quoi, it pelig? Il a fait une miflaga. Il a fait un nouveau peuple. Il avait son équipe. En fait, quand il vient dire à Moshe toutes ces ta'anot, il s'en fiche que Moshe il accepte ou pas. Soit il accepte Kol HaKavod et c'est moi qui deviens le chef, soit il n'accepte pas, il n'y a pas de problème. J'ai mes hommes à moi. J'ai mes hommes à moi et j'en fais une nouvelle identité. Et là, je voudrais vous montrer une image que, évidemment, j'ai oublié de préparer. Donc, je vais vous demander 9 secondes pour que j'aille la chercher. Ça y est, je suis revenu. Et voilà, suspense. Alors, Jurassic Park me dit, il a endoctriné les gens. Je ne sais pas s'il a endoctriné les gens. Peut-être que malheureusement, il y a pas mal de gens qui étaient aussi volontaires de quitter le peuple juif. Mais le fait est que le groupe de Korach, c'était le groupe de Korach. Alors, la vérité, c'est que je ne pense pas ce que je dis. C'est-à-dire que la majorité des gens qui suivaient Korach ne le suivaient pas pour les mêmes raisons que lui, il avait décidé de faire sa marloquette. Non, l'image que je vais vous montrer, c'est la suivante. Vous connaissez tous très bien. Vous connaissez tous très bien. Dans 2 secondes, je vous montre. Voilà. Voilà. J'imagine que vous connaissez tous très très bien cette image. Alors, je la montre à YouTube et je la montre à Gypsy. Vous reconnaissez ce village gaulois? Ouais, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, ce village gaulois? Je vais vous trouver une image un petit peu plus éclairée, pas dans le banquet de fin. Voilà, 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 voilà. Tu connais ce village gaulois? C'est bon? Là, c'est clair? Pareil pour ici. Vous connaissez tous ce village gaulois qui se dispute toute la journée. Eh bien, on peut dire qu'ils sont en marloquette. Ah, ils sont en marloquette pas mal. Mais c'est une marloquette, les Shem Shamaim. Par opposition à cet autre village gaulois qui ressemble beaucoup au village que nous connaissons, mais qui a une petite différence. C'est quoi cette différence? Attendez, je vous montre. Et bien voilà. Ce village gaulois a un grand fossé au milieu. Nous sommes dans l'album qui s'appelle Le Grand Fossé. Bien sûr, pour les intimes. Eh bien, dans cet album, quelle est la différence entre le village gaulois qui se met les uns sur les autres à chaque épisode et le village du Grand Fossé? Eh bien, dans le village du Grand Fossé, Rabotaï, on a fait 2 villages. On a fait 2 villages, si bien que le texte nous dit, dans les saintes écritures d'Astérix, qu'on a choisi 2 chefs. 2 chefs parce que maintenant, il n'y a plus un seul village, il y a 2 villages. Exactement, je vois qu'il y a un certain niveau de connaissance qui n'est pas pour me déplaire. Il y en a qui suivent. Ben, c'est ça. Maintenant, toute la question est de savoir, ben voilà ce qui s'est passé. Manitou disait que Korach est la préfiguration du christianisme, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc justement, on va y revenir. Donc, Korach, le grand problème, c'est qu'il se crée une alternative au peuple juif. Et ce qu'on va faire maintenant, avant de conclure et de revenir à Korach à la fin de notre histoire, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est, comme je vous ai dit, comme la semaine dernière, eh bien, on va passer l'histoire en revue et on va voir qu'il y a eu dans l'histoire juive, et d'ailleurs, je ne pensais pas à ça quand j'ai préparé le cours, mais quand j'ai fini, je me suis rendu compte qu'en fait, les périodes sont tout à fait correspondantes eh bien, en période que j'ai évoquée la semaine dernière quant aux différents épisodes des Meraglim. Et ça, il faudrait réfléchir pourquoi est-ce que c'est tellement correspondant. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandes périodes, sont marquées là, 8 grandes périodes
de piloug dans le peuple juif. Et il va falloir qu'on décide, est-ce que ce sont des périodes Korach ou est-ce que ce sont des périodes Machloket Leshem Shamaim? Alors la première, évidemment, après l'histoire de Korach, évidemment, c'est piloug à Mamlacha. Il n'y a pas de plus grand piloug que lorsqu'il y a eu la séparation du royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Yehuda. Ça, c'est du piloug, la méadrine. Seulement, est-ce que ce piloug-là devient korachite? Est-ce qu'il s'agit de créer deux nouveaux peuples ou est-ce qu'on garde la dimension du peuple juif, de l'unité? Eh bien, en fait, on a failli tomber dans le korachisme et on en a été sauvé. Si on suit ce qui est marqué dans le Tanakh, dans le livre des rois, d'un côté, c'est Achia Shiloni qui demande au nom de Dieu à Yerovam de faire la séparation entre les deux royaumes. Mais Yerovam va tout faire pour qu'il n'y ait plus de contact entre les deux royaumes. En créant ces Agalim, ces Vaudor à Bethel et à Dan, il veut complètement scinder les deux peuples. Il veut en faire deux identités. Il veut faire le peuple d'Israël face au peuple de Yehuda. Ça a marché, cette scission koratienne, je ne sais pas comment on va l'appeler, ça a marché pendant toute la vie de Yerovam. Heureusement qu'est arrivé son fils. Alors son fils n'était pas un grand tzaddik, évidemment il s'appelle Avia ben Yerovam, c'était pas un grand tzaddik, c'était même un grand pas tzaddik, mais il a fait une chose bien dans sa vie. Il a enlevé l'interdit qu'avaient les Juifs du Nord d'aller à Jérusalem s'ils le veulent. Sous le règne de son père, Yerovam, les Juifs du Nord n'avaient pas le droit, il y avait des gardes de royaux qui étaient mis sur le chemin, et les Juifs n'avaient pas le droit d'arriver à Jérusalem. Avia ben Yerovam va annuler directement cette restriction, et de ce fait, malgré les deux royaumes, on va quand même garder cette dimension d'unité. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours le Beth Amikdash et Jérusalem. Sauf qu'il y a eu un autre moment où on a failli se scinder également, où on s'est scindé concrètement, mais pas à cause de nous. C'est ce qu'on appelle Galut Aseret Ashvatim. Lorsque Sancheriv est venu détruire le royaume du Nord et qu'il a amené les 10 tribus du Nord en exil, de facto, on s'est séparés, quoi. Seulement, on a eu la chance que le roi de Jérusalem à ce moment-là s'appelait Chizkiyahu et qu'il a ouvert les portes pour tous les réfugiés du Nord. Si bien qu'il y a, oui, actuellement, peut-être, des descendants de Zvouloun, de Asher, de Issachar qui se baladent parmi le peuple juif, qui sont ces descendants de ces juifs qui ont fui la destruction et qui sont venus se réfugier à Jérusalem. Donc la première piloug, ce n'est pas un piloug korachien, c'est un piloug leshem shamaim. Et quel est l'intérêt de ce piloug-là? Parce qu'on a bien compris que les pilougim qui ont amené à Korach, c'est pas bien, mais les pilougim qui sont leshem shamaim, c'est pour amener à une compréhension plus profonde. Qu'est-ce que nous amène la séparation entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda? Eh bien, tout simplement, dans ce cas, c'est la volonté même de Dieu, il n'y avait pas ou presque de libre arbitre. Tu as raison, Alex, c'était la volonté de Dieu qu'il y ait un piloug, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on empêche les gens d'avoir quand même un contact les uns avec les autres. La preuve, c'est que pour faire le piloug, Yerovam, il n'a pas eu de problème de demander à Achia Shiloni. Alors que quand il a fait ses Agalim et ses interdits, il n'a pas demandé à Achia Shiloni. Donc tu vois que les interdits, eux, n'étaient pas la volonté du Créateur, c'était le libre arbitre de Yerovam ben Nevat. Donc qu'est-ce qu'a amené le piloug à Mamlacha? Eh bien, il a amené qu'on a développé dans le peuple juif ces deux dimensions que Manitou va très souvent expliquer, qui s'appellent Yehuda et Ephraim. Yehuda au sud, qui est plus la dimension du Kodesh,
alors que Ephraim est plus la dimension de Gdushat Teva. Le rôle de l'individu au sein du klal, car sous Shlomo, le klal était fort, mais l'individu souffrait. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais là, ça n'a rien à voir. Le klal, il n'a pas de libre arbitre. L'individu, il en a. OK? Bekitsour, tout ça pour dire que la dimension de Yehuda, qui est ce qu'on appelle, dans le langage du Rav Kook, à Kodesh Aragil, les religes, et la dimension de Ephraim, qui est la dimension de Gdushat Teva, la nation et l'attachement à la terre. Eh bien, c'était fondamental de développer ces deux identités. Et c'est pour ça qu'il avait fallu le Piloug à Mamlacha. Après cela, il va y avoir un autre Piloug. On est après le retour des Juifs, après la destruction du premier temple. Les Juifs sont revenus, et à l'époque grecque, va commencer une nouvelle dispute. Une nouvelle dispute par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la question du Olam Haba. Aïm yesh Olam Haba ou ein Olam Haba? Ma atem omrim? Yesh? Bah, a priori, yesh. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba, est marqué dans la Mishnah. Donc, a priori, yesh. Mais le problème, c'est que c'est marqué nulle part dans la Torah. Donc, ça va amener des Juifs, tzadikim, à se rebeller contre leur maître. Leur maître en question s'appelle Antigonos Ish Socho. On se rappelle la Mishnah de Pirkei Avot. Et Antigonos Ish Socho, il va dire Al tiyu ka'avadim hameshamshim et harav al menat lekabel pras, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם הורה שמיים עליכם, mais s'il dit ça, c'est qu'il y a un pras. Et donc ce pras, c'est le Olam Haba. Deux élèves. Oui. Tu avais dit dans ton cours sur Bechukotai que si on fait Torah et Mitzvot, on a de la Gashmiut. Nachon, dans la Torah, Vois, suit, hein. mais bien sûr, dans la Torah, on nous promet que si on fait bien, on aura Gashmiut. C'est pour ça qu'ils te disent, quand Antigonos, tout d'un coup, il se met à parler du Olam Haba, ben, ses élèves, ils disent, allô, d'où tu sors ça? D'où tu sors ça? C'est de la réforme. Tu es un réformé, Rabbi. Et donc, les deux élèves, les deux premiers élèves d'Antigonos, qui s'appellent Tzadok et Baitos, eh bien, vont se rebeller et vont créer deux groupes qui, en fait, n'en sont qu'un, qui sont les Tzdukim et les Baitusim. Les Sadducéens. Eh bien, d'où ça vient les Tzdukim? Ça vient de là. Sur la question du Olam Haba. Tzdukim vont se battre contre Prushim. Les Prushim, c'est nous, c'est les rabbins, c'est le peuple juif. Et les Tzdukim, ça va être donc les élèves de Tzadok. Les Tzdukim vont arrêter ils ne croient pas dans le Olam Haba, ils ne croient pas dans Ishaharut HaNefesh, dans le fait que l'âme continue. Ils ont un vrai problème à ce niveau-là. Et donc, eh bien, on va se rendre compte, et on le connaît, dans la Gemara, on en voit plein, des marloquettes qu'on a avec les Tzdukim. Est-ce que la marloquette avec les Tzdukim est une marloquette légitime ou c'est une marloquette de Korach qui veut nous séparer? C'est une bonne question, ça. Ben, je vais vous dire, comment est-ce qu'on sait qu'une marloquette est korachienne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter et que ça va amener à une scission globale, ou est-ce que c'est une marloquette qui peut être une vraie marloquette? Baïtos et Tzadok. Oui, par exemple, la marloquette sur Machrot Shabbat, exactement. Oui? Ça a duré dans le temps? Non. Quoi? Non, c'est pas la durée dans le temps qui fait qu'elle est. Pardon? Je ne fais plus partie du peuple juif, les Tzdukim. Oui, ça tu as raison. Mais est-ce que c'est à cause de la marloquette? Ça faisait partie d'un clay qui peut-être regardait pas la Torah chez Baal Pé comme un décor assez fort.
Et donc, c'est parce qu'ils ne regardaient pas, tu as raison, ils n'acceptaient pas la Torah Sheba'al Peh. Mais parce qu'ils n'acceptent pas la Torah Sheba'al Peh, alors ils sont sortis du clan d'Israël? C'est ce qui me semble. C'est ce que j'avais cru comprendre, ouais. La marloquette entre Baitusim, Tzdukim et Prushim est une marloquette qui, à la base, est légitime. Pourquoi? Comment on sait qu'une marloquette est légitime ou pas? Si on a le même langage. C'est-à-dire que si on admet les mêmes principes et que à partir de ces principes-là, on n'est pas d'accord. Je te donne un exemple. Que tu comprennes bien de quoi il s'agit. J'ai donné un cours il n'y a pas si longtemps, vous l'avez entendu aussi. Si elle n'est pas tranchée, sauf un les KM. Non, 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 non. C'est pas que est-ce que la marloquette elle est tranchée ou pas tranchée. Regardez, je vais vous expliquer. Il n'y a pas longtemps, à l'Akba Omer, j'ai fait un cours sur l'Akba Omer. Bon, vous connaissez ce que je pense de l'Akba Omer, les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient dans la guerre de Bar Korva, tout ça, tout ça. Bon, alors j'ai donné le cours à Givat, mais j'ai donné aussi un cours sur Zoom à la communauté israélite de Metz. Ma communauté mère de là d'où je viens, là-bas en France. Et il y avait pas mal de participants, d'ailleurs j'étais assez étonné. Et alors c'est sur Zoom, donc tu as plein de gens, ou, comme sur GT, tu vois, il y a des gens qui montent leur tête et puis il y a des gens qui ne montent pas leur tête. Et tu vois pas forcément leur nom non plus. Des fois, il y a juste une lettre, machin. Donc, j'ai pas fait attention à tout le monde, à toutes les personnes qu'il y avait. Le lendemain, je reçois un mail de mon oncle, qui est le rabbin de la communauté, et qui me dit, est-ce que tu as fait attention qu'il y avait un tel, je vais pas dire son nom, qui était dans le cours? Ah, je dis, ah non, je savais pas. Il dit, bah voilà, il m'a envoyé un mail avec tous les... Enfin, il n'est pas du tout d'accord avec ce que tu as dit, évidemment. En l'occurrence, on parle d'un garçon avec qui j'ai grandi et qui est devenu Chassid Satmar. Donc, autant te dire qu'il n'est pas fan de ce que les sionistes ils ont à dire. Et donc, il a envoyé un grand mail en disant tous les endroits où il n'était pas d'accord, avec des références toraniques à l'appui, quoi. Donc, il m'a transféré le mail et j'ai répondu à tous les arguments qui ont été donnés, les contre-arguments qui ont été donnés. Maintenant, ça, c'est une marloquette, Beseder Gamour. Parce qu'il m'a dit, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que les élèves de Rabbi Akiva étaient dans l'armée de Bar Korva? Arrête, le Ritva, il dit quelque chose d'autre. Ça, c'est un argument qui est recevable. Alors moi, je lui ai répondu, oui, bien sûr que le Ritva, il a dit ça, mais regarde ce que dit le Meiri par rapport à ce qui est dit, et regarde ce que dit après le Baal Aruch HaShulchan par rapport à truc, et ça répond à cela. Je te vois fermer les yeux. Oui, parce que ce que tu dis, en fait, ça veut dire que en fait, vous restez tous les deux dans le même domaine, dans le même domaine de la Talmidei Chachamim. Exactement. Mais les Tzokim, Attends, dans 2 secondes, j'arrive au Tzukim. 2 secondes. Juste donne-moi 2 secondes. et à part ça, je voulais juste Oui. dire que le même langage, le même langage a été utilisé par Korach et par Moshe, donc je ne suis pas sûre que ce soit seulement une question de langage. Mais j'imagine que c'est aussi une question de. Ok, ça c'est une bonne question. Tu dis, je parle du même langage, mais Korach, il a parlé le même langage. Alors, quand je parle de langage, je ne parle pas forcément des mots qui sont utilisés. Ce que je veux dire par le même langage, c'est justement quand j'ai dit que Korach, il y a marqué Veikar Korach, et que Onkelus s'est dit Veitpelig Korach, on a déjà arrêté le langage. C'est-à-dire que Korach, il a son équipe face à l'équipe de Moshe. C'est-à-dire qu'il a fait, si tu veux, une scission interne. Maintenant, sa scission, elle n'est pas encore officielle, parce que si, au final, c'est lui qui gagne dans le débat contre Moshe, tout le monde va se rattacher à lui. Donc sa scission, elle n'est pas encore officielle. Mais au final, sa scission, elle est, moi j'ai mon idée, et soit tu es d'accord, soit je m'en vais, et puis je fais mon peuple. Maintenant, pour revenir à mon exemple, juste pour que tu comprennes bien de quoi je parle, donc j'ai donné des arguments à ces arguments. Il m'a répondu avec d'autres arguments, et je lui ai répondu à ces arguments de contre-arguments par d'autres arguments. Il n'avait plus rien à dire à un moment donné, et donc il a commencé à me sortir des jokers pas légitimes. À savoir, ouais, mais tu ne peux pas citer le Rav Kook comme argument. Je lui ai dit pourquoi pas. Pourquoi je ne peux pas citer le Rav Kook comme argument? Ce n'est pas un Talmid Racham? Il ne fait pas partie de la lignée des rabbins depuis des générations jusqu'à Moshe?
il n'a pas été reconnu par ses pairs et par ses contemporains comme étant le Gdolador, ou même pas Gdolador, mais comme étant un rabbin digne de rabbanout. Et à partir du moment où il me dit, non, mais les rabbins sionistes, il ne faut pas les écouter parce que c'est le Satan. Voilà, je te dis ça comme ça. Parce que le rabbi de Satmar, il a dit que, il reprend en fait le rabbi de Satmar actuel. Il faut savoir un truc, hein. Il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, mais que le rabbi de Satmar, il était très copain hein, avec Reb Elchanan Wasserman, qui au début étaient les antisionistes fondamentaux. Maintenant, pour Reb Elchanan Wasserman, il écrit dans le livre Kovetz Ma'amarim, alors ça fait un peu mal ce que je vais dire, mais bon, il faut savoir que c'est marqué quelque part quand même. Il écrit dans son livre que le sionisme, c'est de la Avoda Zara. Mamash, il dit, Mamash, lui pour lui, c'est Din Avoda Zara Mamash. Alors on lui a posé la question, mais alors qu'est-ce qui se passe avec les sionistes religieux? Eh bien, il dit que c'est Avoda Zara Beshitouf. Comme les chrétiens, quoi. C'est violent quand même comme histoire. Donc à partir du moment où, si tu veux, mon copain, il me dit, non, mais de toute façon, les rabbins sionistes, ce n'est pas des arguments parce que c'est des idolâtres, c'est des réchaïm et des idolâtres qui veulent faire fauter le peuple juif, ben c'est terminé, on ne peut plus discuter. Donc, c'est ça que je veux dire par on a le même langage. C'est-à-dire que si on a le postulat de départ qui est le même, qu'on on se bat dans notre compréhension de la Torah, mais celui qui a accepté comme étant eh bien, légitime au niveau du judaïsme, eh bien, c'est un argument. Il va falloir le contrer si tu as envie de le contrer. Les tzdukim, au départ, ne se revendiquent pas comme étant michutz, les charcheret adorot. Ils se voient comme étant les vrais successeurs de Anshek Knesset Agdola. Puisqu'ils disent, vous, les rabbins de maintenant, Antigonos, Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, vous êtes en train de faire une réforme. Vous êtes en train de dire des choses qu'on n'a jamais dit dans le judaïsme. Si tu veux, les tzdukim, ils se voient comme charedim. OK? Donc, qu'est-ce qui a fait que finalement, ils ont disparu? C'est la Metsiout qui a fait qu'ils ont disparu. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ont été exclus du peuple juif, c'est que les tzdukim, à 90%, c'était des Kohanim, et qu'à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, en lahem kloum. Et donc, eh bien, tout simplement, ils ont disparu. OK? Sans savoir vraiment si on avait gagné au niveau des idées. Alors, tu peux me dire aussi, ouais, mais ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que dans l'histoire avant, c'est que l'histoire avance par les Prouchim mais pas par les Tzdukim. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je ne me permettrai pas de dire que les Tzdukim, c'est Korach. Ils ont tort, on n'est pas d'accord avec eux, mais ce n'est pas encore je veux me scinder. Par contre, la scission qui vient après, là, ouais, là, c'est Korach. Et c'est quoi la scission qui vient après? C'est Pachout, Yehudim contre Notzrim. Et je tiens à rappeler ici à tout le monde, vous le savez, que les premiers chrétiens sont tous juifs. C'est tous des juifs, les premiers chrétiens. Ils ont changé leur nom, machin, mais c'est tous des juifs. Et je vais dire mieux que ça. Pendant les... C'est qui dit bonjour à ma fille, qui vient de se réveiller. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Coucou. Tu dis bonjour à tous. Et donc, les Notzrim, au départ, pendant les 40 premières années après la mort de... Tu ne peux pas savoir qu'ils sont chrétiens. Et va avec maman. Hop là. C'est-à-dire, quand tu regardes un chrétien dans la rue, en l'an 60, en l'an 60 de notre ère, c'est-à-dire 30 ans à peu près après la mort de Jésus, tu vois un de ces talmidim dans la rue, est-ce que tu peux faire la différence entre lui et un autre juif? Non.
Il fait il fait autant la Torah que n'importe quel juif, machin, pas de problème. Il a juste des problèmes au niveau de sa croyance. Alors, il ne croit pas encore que Jésus, c'est le Fils de Dieu, parce que ça viendra beaucoup plus tard. Mais il croit, que Jésus, c'est le Mashiach. Bon, erreur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait une erreur que tu le sors du peuple juif. Et il a aussi des problèmes au niveau de ce que représente pour lui maintenant le judaïsme, qui ne doit que se concentrer sur le spirituel et pas sur le matériel. Mais là encore, bien que ce ne soit pas juif comme idée, ça ne mérite pas de te faire sortir du peuple juif. Quand est-ce que les chrétiens vont être sortis du peuple juif mamash, qu'ils ont décidé de devenir une autre identité? Eh bien, c'est là encore beaucoup plus tard, une centaine d'années plus tard, après la mort de Jésus, lorsque les chrétiens vont décider de prêter main forte aux Romains dans la guerre de Bar Korva. Comment prêter main forte? Ils ne vont pas s'engager dans la Légion, mais ils vont commencer à devenir des balances, à dire où les Juifs se cachent. Et à partir de ce moment-là, Rabban Gamliel, qui est le Nassi à Sanhedrin, décide de mettre en place Birkat Aminim. Et le Birkat Aminim, eh bien, elle est... Attends 2 secondes, je reviens sur les essais dans 2 secondes. Birkat Aminim, en fait, à la base, elle est contre les chrétiens. C'est ce qu'on a retrouvé dans le Sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, où la censure chrétienne n'était pas passée par là. Et là-bas, il y a marqué tout simplement, dans le texte de Birkat Aminim, on dit la minim, la notzrim, vela meshumadim, al teitikva. Donc les choses sont claires là-bas. Et donc, si tu veux, eh bien, lorsque tu décides de briser la solidarité nationale, donc de te mettre du côté de l'ennemi, alors à ce moment-là, tu as fait ton équipe et tu t'es sorti de l'équipe normale d'Israël. Et donc les chrétiens vont à partir de ce moment-là devenir Korach, à savoir, eh bien, une sortie complète du peuple juif, une alternative dans l'erreur à ce que pouvait être le Ham Israël. Alors, je reviens juste sur ta question. Et les Esséniens, c'est Korach ou Marloket George Zukim? Les Esséniens, c'est Shum Davar. Voilà. Si tu poses la question, les Esséniens, c'est Shum Kloum. C'est peut-être une centaine de personnes, et je suis très très sympa avec eux quand je dis une centaine de personnes, et ça a tenu un tout petit peu de temps, et c'est des gens qui ont pété un câble complètement. Donc si tu veux, c'est oui comme Korach, mais c'est tellement petit que ça ne mérite même pas vraiment de s'y intéresser. Les Esséniens, ce qu'on appelle la secte de la mer morte, Zélo Retzini. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment laissé d'empreinte, machin, sauf que ils ont quand même laissé, grâce à eux, un film extraordinaire du cinéma. C'est quand même grâce aux Esséniens qu'on a un des plus beaux films d'aventure qui ait jamais été créé. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais pas beaucoup. Vous savez de quel film je parle? Non? Vous voulez savoir? Élie, tu veux savoir de quel film je parle? Oui. Alors, je te dis. Alors, je vais te dire. Mais tu le dis à personne. Les Esséniens, ils écrivaient plein de trucs. C'est eux qui ont écrit les rouleaux de la mer morte. Maintenant, ils ont écrit plein de choses. Donc, ils ont écrit le Tanakh, ils ont recopié le Tanakh, ils ont écrit aussi des livres relatant leurs règles à eux dans leur secte. Et ils ont écrit aussi des livres nous, comment on dit nous, Sfarim Chitsonim. Bon, l'homme chané. Maintenant, tous ces livres-là, ils les ont écrits sur des parchemins ou sur des morceaux d'argile, mais particulièrement sur des parchemins. Mais ils ont écrit un texte sur un rouleau de cuivre. Et ce rouleau de cuivre, il a été découvert beaucoup plus tard. Apocryphe, merci beaucoup pour le... Merci beaucoup, je n'avais pas le terme en français. Et donc, ils ont écrit un texte sur un rouleau de cuivre. Donc, c'est un texte qui était très important pour eux, parce que rouleau de cuivre, ce n'est pas donné. Et donc, on y va. Ce texte a été retrouvé, et il fait état d'un trésor. Il fait état d'un trésor particulier qui aurait été caché à l'époque du temple. Maintenant, les archéologues qui ont découvert cela, donc je te parle de ça quand on a découvert les rouleaux de la mer morte, à partir de 47, ils pensent qu'il s'agit d'une liste de trésors qui étaient cachés dans le deuxième Beth Amikdash. Mais il y a un archéologue américain qui dit pas du tout.
c'est pas du tout une liste des trésors du deuxième temple. Pas une liste, c'est la carte d'un trésor et du trésor du premier temple. Et c'est quoi le trésor du premier temple? Eh bien, il dit, dans le premier temple a été caché le Aaron Abrit. Donc, c'est la carte qui nous permet d'y arriver. Et il va fouiller un peu partout, de là où il pense que... Il va fouiller un peu partout de là où il pense que c'est. Il va fouiller pendant 15 ans sous le financement de son université aux États-Unis et il trouve rien, quoi. Je veux dire, tous les endroits où il a pensé que ça voulait dire ça, machin, il revient bredouille, quoi. Rien. Et au bout de 15 ans de financement, les mecs de l'université lui disent bon coco, yallah. Il va même s'auto-financer pendant 2 ans et puis finalement, après, il trouve rien. Donc il rentre aux States et il est tout déçu. Seulement, quand il rentre, juste avant de commencer à, je sais pas, à faire d'autres travaux, il y a un monsieur qui vient lui rendre une petite visite. Il dit j'ai vu ton travail là que tu as fait un peu partout. Bon, ça n'a pas marché. Hein, non, ça n'a pas marché. Il dit bon, bah, si tu n'as rien à faire là en ce moment, moi j'ai un autre travail pour toi. Je voudrais que tu m'aides et que tu sois mon consultant technique. Il dit consultant, mais de quoi? Il lui donne sa carte. Il dit bonjour, je m'appelle Steven Spielberg. Et je suis en train d'écrire un scénario avec un grand copain à moi, George Lucas. Et voilà, on voudrait que tu sois notre consultant. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'archéologue en question, il s'appelle Whitney Jones. Et ensemble, eh bien, ils vont créer un personnage qui s'appelle Indiana Jones. Et le premier film, ça va être Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui reprend plus ou moins ce qui a marqué sur ce rouleau de bronze, de cuivre, etc. Donc on invite Steven à nous en parler dans notre prochain DTS. Voilà, c'est ça. Donc bon, bah, finalement, à part ça, les Esséniens, ils n'ont pas laissé grand-chose. Donc tout ça pour dire que le troisième grand piloug entre le peuple juif et le christianisme, c'est évidemment Korach. Et puis après, bah, il n'y aura plus vraiment de piloug pendant près de 800 ans, jusqu'à ce qu'on arrive au Xe siècle, et là, rebelote, repiloug. C'est quoi ce piloug? Eh bien, ça va être entre Am Israël et les Karaïm. Les Karaïtes. Alors, c'est qui ces Karaïtes? Si tu vas sur le site officiel des Karaïtes, ils te disent qu'ils sont les descendants directs des Tzdukim. Shkoyer, Sheker Gadol. Lama, parce qu'on sait très bien d'où ils viennent. Ils viennent d'un bonhomme qui s'appelait Hanan ben David. Et Hanan ben David, au Xe siècle, il s'est révolté contre les yeshivas des Géonim. À l'époque, le peuple juif était gouverné par les musulmans, mais les rabbins, les rachés yeshivot à Géonim, qui étaient à Babylone, à Bagdad, ils avaient une certaine autorité sur le peuple juif. Et il y avait une tolérance pour la religion, mais à une condition qu'il n'y ait qu'un seul chef pour la religion juive. Et ce chef, ça devait être le Rosh Hagolah. Hanan ben David, il voulait être le chef aussi, parce qu'il était de la famille, mais il n'était pas exactement le Rosh Hagolah. Et il voulait être le chef. Balagan, le sultan, il l'a mis en prison, il l'a condamné à mort. En prison, il rencontre un autre juif qui est condamné, mais pour un autre larcin, aucun rapport. Et le mec, il lui dit, mais attends, t'es bête ou quoi? Le sultan, il a dit que toutes les religions pouvaient avoir un chef. T'as qu'à tout simplement dire que toi, t'es pas juif, que t'es autre chose. Et c'est à partir de là qu'il lance sans nouvelle idée en disant, mais moi, je ne suis pas... Le chef des juifs, c'est le Resh Galouta, mais moi, je ne suis pas le chef des juifs, je suis le chef des Karaïm. Nous ne croyons que à la Torah écrite. C'est-à-dire, sauf que, bah, concrètement, en faisant cela, et en prenant parti officiellement contre le peuple juif, eh bien, ils sortent du clan d'Israël. Ils sortent du clan d'Israël au-delà du fait qu'ils sont extrêmement hypocrites. Parce que ce n'est pas vrai que les Karaïm, ils croient que à la Torah écrite. Alors, les Karaïm, ils font Kippour. Comment ça se fait qu'ils font Kippour? Vous allez me dire, c'est marqué dans la Torah. Oui, c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire Kippour le 10e jour du 7e mois. Seulement, comment tu sais quand c'est le Rosh Chodesh? Dans la Torah, c'est pas marqué. Il a fallu Rashi pour t'expliquer que Rosh Chodesh, c'était quand on voyait la nouvelle lune.
Hein? Donc, ils ont plein de problèmes internes, les Karaïm. Sauf, les Karaïm ont été ramenés dans le peuple juif. Quand? Pendant la Shoah. Pendant la Shoah, ils ont été rentrés dans le peuple juif parce qu'ils en ont été sortis. Je vous explique, c'est un peu une phrase à double sens. Les nazis ne savaient pas si les Karaïm, il y avait une communauté karaïte. Est-ce que les Karaïm sont des juifs et donc à déporter et à tuer ou pas? Ils ont demandé à celui qui aurait dû devenir l'historien et le directeur du musée juif de Prague que les nazis voulaient construire après avoir tué tous les juifs, Meir Baladan, et ils lui ont demandé est-ce que les Karaïm sont des juifs? Il a répondu non. En cela, il les a sauvés, puisque les nazis ne les ont pas déportés, mais en cela, eh bien, il les a fait quand même rentrer à l'intérieur du peuple juif après la Shoah, puisque les Karaïm se sont vus comme étant de nouveau rentrés dans le destin collectif d'Israël. Donc, si vous voulez, les Karaïtes, c'était Korach, et peut-être que ça l'est plus, ou pas, j'en sais rien. Après, eh bien, à partir du XVe siècle, il va y avoir une autre scission. Une scission qui a bien failli devenir Korach, mais qui, heureusement, n'en est plus une, et qui était le Shem Shamaim. C'était la scission qui a commencé vraiment à se mettre en place entre Ashkenazim et Sfaradim. Au XVe siècle, il n'y a pratiquement plus de contact entre les rabbanim Ashkenazim et les rabbanim Sfaradim. Entre les peuples, enfin les communautés du peuple juif qui vivent dans les terres ashkénazes et dans les communautés juives qui vivent en terre séfarade. Quand je te parle en terre séfarade, je te parle après l'expulsion des Juifs d'Espagne, hein, évidemment. Il paraît que le Rachaïm et le Baal Shem Tov, ils correspondaient par lettres et aussi par c'est pour ça que je te dis, ça a bien failli, mais heureusement, 150 ans plus tard, ça se calme. Et c'est pour ça que je te dis, ça a bien failli, mais il s'est avéré qu'en fait, c'était juste, même pas une marloquette, c'était juste l'éloignement qui a fait qu'on ne se connaissait plus et qui a fait qu'on a failli se comporter comme étant des peuples différents. Mais Baruch Hashem, c'est bon, ça c'est réglé. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Baruch Hashem, ça c'est réglé. Ashkenaz, Sefarad, Zelo Meshane, c'est Menachem Begin qui nous l'avait dit lorsqu'il a fait son discours en parlant de Meir Feinstein et Moshe Barazani. Vous connaissez tous le discours lorsque, juste avant les élections de 1981, eh bien, le candidat d'opposition voulant récupérer les voix ashkénazes, eh bien, un de ses soutiens, Doudou Topaz, va se moquer des Sfaradim. Et à ce moment-là, Begin va prendre la parole le soir même en disant j'ai entendu Doudou Topaz parler des Sfaradim, il les a appelés Tchertchechim. Il dit je ne sais même pas ce que c'est que ce mot. Mais moi, je vais vous raconter l'histoire de Meir Feinstein et Moshe Barazani, qui étaient ces combattants du Hetzel qui ont été faits prisonniers lors de l'attaque de la station de gare de Jérusalem. Ils ont été capturés par les Anglais et ont été condamnés à mort. Et finalement, ils ont décidé de se donner la mort par la grenade qu'ils avaient fait passer dans une orange pour ne pas servir d'exemple pour les Anglais. Et à ce moment-là, Begin, avec sa gestuelle comme ça, il fait Moshe Barazani, Aya Yehudi mi-Irak, et Meir Feinstein Aya Ashkenazi, Ashkenazi, Iraki, Yehudim, Achim, Lochamim. Donc voilà, on a réglé le problème Ashkenaz Séfarad, tout va bien, Baruch Hashem, c'est évident que c'est un seul peuple. Seulement, tu parlais des lettres entre le Rachaïm et le Baal Shem Tov, qu'en est-il de ce prochain piloug entre les Chassidim et les Misnagdim, entre le Baal Shem Tov et ses Talmidim et le Gaon de Vilna et ses Talmidim? Ouah! Eh bien ça, c'est exactement l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. C'était une marloquette extrêmement violente, mais elle était les Shem Shamaim. C'est-à-dire, tout le monde parlait Beth Midrash. Violemment. Mais on avait les mêmes références. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Chassidim, Mitnagdim, ça ne veut plus rien dire. Tout le monde comprend que Zetora, Vezetora. Et c'est ce qui permettra au Rav Tzvi Yehuda Kook de nous expliquer que le rôle que remplissaient les Mitnagdim et celui des Chassidim était différent.
Le rôle des mitnagdim, c'était la Gdusha au Bet Midrash Pnima, alors que le rôle des chassidim, c'est la Gdusha qui sort du Bet Midrash. C'est-à-dire, le Rav Tzvi Yehuda disait que les élèves du Gaon de Vilna, c'était le Mikdash de Jérusalem, où la Gdusha elle est à l'intérieur des murailles, alors que les chassidim, c'était le Mikdash de Shiloh, où la Gdusha elle s'étend à l'extérieur de Shiloh. Donc là, on voit une marloquette qui, Baruch Hashem, et le Shem Shamayim. Et à partir du 19e siècle, il y a eu une nouvelle marloquette, un nouveau piloug, cette fois entre les datim et les chilonim. Tout d'un coup, le peuple juif est devenu chiloni, et donc, marloquette, datim, chilonim. Est-ce que c'est une marloquette qui a le même langage ou pas? Eh bien oui, seulement c'est plus le langage du Beth Midrash. Mais c'est un autre langage qui est commun aux deux, à savoir le sentiment d'appartenance au peuple juif. Qu'est-ce que dit un bon juif de Tel Aviv, bien de gauche et bien anti-religieux? Il te dit, tu ne vas pas m'apprendre à moi comment être juif. Tu n'as pas le monopole de comment on doit être un juif. Bien qu'il ait totalement tort, ça fait chaud au cœur de voir à quel point il se sent juif. Et ça le révolte quand on dit que ce n'est pas un bon juif. Il a raison, parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais juifs. C'est-à-dire qu'il est fondamentalement juif. Et donc, le dialogue, c'est le dialogue de l'appartenance au clan Israël. Le Haredi aussi, il se sent appartenir au clan Israël. Lui, il se sent appartenir au peuple juif par la Torah. Certains se sentent appartenir au peuple juif par la Shoah et pas par la Torah. C'est-à-dire, le langage est le même. C'est pour ça qu'entre Datim et Chilonim, il n'y a absolument pas de séparation maoutite. Z'am Israël Echad. Z'am Israël Echad. Et donc, on ne peut pas parler ici de marloquette de Korach, évidemment. On est un seul peuple. Par contre, la dernière marloquette en date, c'est la marloquette actuelle. C'est une marloquette qui est très dangereuse parce qu'elle a toutes les... On est dedans, donc c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, mais elle a tous les marqueurs pour être une marloquette korachienne, et donc pour finalement voir la séparation complète. Je parle du monde juif traditionnel face au monde libéral. Et c'est un marqueur qui est terriblement difficile. En France, pas beaucoup. En France, je n'ai pas vraiment de crainte pour le judaïsme libéral de France, pour deux raisons. Un, les juifs de France sont trop séfarades pour être vraiment libérales. Donc ça me calme quand même. Et deux, alors que d'habitude, je ne suis pas tellement favorable à ce qui s'est passé avec le consistoire et Napoléon et tout ça, le fait qu'on soit des Français de confession israélite fait qu'il y a cette culture des Juifs de France qui est les Juifs de France. Et donc, il y a cette histoire commune à ce niveau-là qui fait que même le mouvement MGLF, le mouvement juif libéral de France, a mis le mot juif dedans. Par contre, aux États-Unis, c'est autre chose. Le mouvement Reform aux États-Unis, qui, je le rappelle, les réformés aux États-Unis, c'est les Haredim des libéraux. Parce que tu as des libéraux quand même vachement plus libéraux que les libéraux. Tu as les reconstructionnistes, par exemple. C'est pas mal, les reconstructionnistes. C'est si tu aimes le couscous, tu es juif. Si tu aimes le gefilte fish, tu es juif. C'est autre chose, hein, c'est un autre délire. Et j'ai bien peur que le judaïsme réformé, particulièrement américain, on parle quand même de plusieurs millions de personnes, soit sur la pente de la coratitude et qu'on finisse par se séparer véritablement. Parce qu'il n'y a plus de langage commun. Il n'y a plus la Torah, évidemment, ils l'ont rejeté. Il n'y a plus le sionisme, le monde libéral américain n'est pas du tout favorable véritablement au sionisme. Il n'y a plus vraiment l'appartenance au peuple juif,
ils sont beaucoup plus américains que juifs maintenant, c'est caché. Parce que c'est de cela qu'on parle. Korach veut se scinder du peuple juif. C'est soit c'est moi le chef, soit je deviendrai le chef ailleurs. En fait, Korach a servi de tavnit à plein de gens, mais de qui, lui, il a pris son inspiration? Il a pris son inspiration de, vous savez de qui? De Ashur. Ashur, c'est celui qui était un des constructeurs de la tour de Babel, mais qui a décidé de sortir de la construction parce qu'il a vu que ce n'était pas bien ce qui se passait là-bas. Pourquoi faire? Pour construire Ninvé. C'est-à-dire, il sort de Babylone pour faire Ninvé à la place. C'est-à-dire qu'il voulait être le chef à la place de Nimrod, il n'a pas réussi, donc il est parti pour devenir le chef de son propre clan. Et c'est de cela qu'on parle. Korach, et c'est pour ça que la paracha de Korach est si importante, elle est là pour nous rappeler quelle est la ligne rouge. La ligne rouge qu'on ne veut pas dépasser, c'est lorsqu'il y a scission irréparable au sein du peuple juif, à tel point qu'on n'est plus ensemble. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de marlocter très fort, à condition qu'on fait partie de la même équipe. Korach a décidé de sortir de cette équipe. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour que notre équipe, qui a déjà été tellement réduite par les persécutions de l'exil, eh bien, nous devons tout faire pour que cette équipe ne se scinde pas en deux équipes, pour que l'événement Korach ne se reproduise plus Bazman Hazeh. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de date à la paracha de Korach, parce qu'elle peut se reproduire tout le temps. À nous de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas tout le temps. Par rapport à ta question, que penser des modernes orthodoxes? Ils sont orthodoxes. Ils sont orthodoxes. Ils ont juste un petit problème avec comment dire, ils sont plus modernes qu'orthodoxes. Mais ils sont orthodoxes. C'est-à-dire que, oui. Et que penser parce qu'il y a eu un débat, en fait, mais je n'ai pas suivi le contenu entre le Rav Melamed et la Rav. Ah bah oui, j'ai vu quelques phrases, je n'ai pas suivi non plus tout le débat. Zetov. Zetov, pour deux raisons. Un, pour tout ce qu'on vient de dire pendant le cours. Et une deuxième raison, c'est dommage d'ailleurs que ce soit le Rav Melamed qui ait fait ça et pas un Rav francophone. C'est très important pour une deuxième raison, parce que Madame Delphine Orviller est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, est quelqu'un qui présente bien, est quelqu'un qui est en train de devenir une figure du peuple juif chez les goïms, pas au sein du peuple juif, pas au sein de la communauté juive en France, mais c'est elle très souvent qu'on va plus inviter que le rabbin Corsia dans des plateaux de télévision, dans des chaînes de radio quand il se passe un truc en France. Et donc, eh bien, c'est fondamental d'avoir une réponse à donner. Encore une fois, elle dit pas mal de bêtises, mais elle dit aussi pas mal de choses qui sont vraies, qui sont argumentées. Donc, il faut être capable d'argumenter. Et je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui se cacher derrière le fait qu'on veut punir le monde libéral et donc on ne veut pas lui parler. C'est ça? Et par rapport à ce que tu disais, Alex, mais il avait des arguments, Korach, ancêtre de Shmuel, etc. Nachon, c'est ce que dit Rashi. Korach chez Piqué Achaya, Mara'a l'ishtutzo. De dire quoi? De dire que Kol Haeda Kulam Kedoshim. Mais, si tu veux, je t'expliquerai en privé. Mais comme ce n'était pas du tout le sujet de mon cours de ce soir, de quel était l'argument de Korach, Kol Haeda Kulam Kedoshim, je dirais simplement qu'effectivement, Shmuel a réussi là où Korach a échoué, puisque Shmuel a réussi à centraliser tous les pouvoirs dans sa personne, mais c'est parce que le moment l'exigeait. Pour ce qui est de son argument Kol Haeda Kulam Kedoshim, le Rav Kook a répondu Zelo Nachon, pour la simple raison que Kol Haeda Kula Kdosha, au niveau du klal, mais pas au niveau des individus. Tov, voilà. Zéou, Chazak ou Baruch.
À bientôt. Voilà. Shavua tov. Merci beaucoup. Merci. Kol tov.